Bon, mesdames et messieurs, nous allons ouvrir la séance plénière de notre 89e Congrès national. Mesdames, Messieurs, chers amis, avant de débuter nos travaux, nous tenons à remercier nos personnalités invitées et qui ont répondu favorablement et qui sont ici à nos côtés pour cette séance solennelle de notre 89e Congrès national. Monsieur Alain Maigret, maire de Salagnac, Monsieur Jean-François Amadou, directeur de l'EPD, représenté par Monsieur Jean-Claude Duberne, directeur adjoint. Monsieur Amadou avait des obligations prises bien avant que nous organisions notre congrès. Il a de très grosses responsabilités. Madame Annie Sedon, maire d'Exideuil, conseillère départementale, présidente du conseil d'administration de Clairvive. Madame Martine Marquet, présidente de Salagnac-Clairvive Association. Monsieur Bruno Lamonnerie, président de la communauté de communes. La communauté de communes. Monsieur Jean-Michel Lamassiaude, ancien président du comité du CA de l'établissement. Monsieur le contrôleur général des armées, Serge Barcelini, président général du Souvenir français. Monsieur le général de gendarmerie, Christian Boisson. Monsieur Gilbert Simon, maire de Campagne-sur-Aude et son conseil municipal. Monsieur Jean-Emmanuel Preuss, directeur de l'ONAC de l'Aude. Monsieur Jean-Louis Bézia, délégué général du Souvenir français de l'Aude. Monsieur Louis Breton, vice-président du comité du Souvenir français de l'Aude et porte-drapeau de la FNBPC de Campagne-sur-Aude. Monsieur Gilles Hérault, délégué général du Souvenir français de la Dordogne. Monsieur Jean-Pierre Valéry, délégué général du Souvenir français de la Corrèze. Monsieur Philippe Brouan, directeur de l'ESAT de Reguin à Paris. Madame Sylvie Codeco, responsable administratif à l'ONAC de la Haute-Vienne. Madame Josette Berthier, présidente des Mémoires de Campagne-sur-Aude. Monsieur Philippe Lacroix, qui n'est pas arrivé, si, peut-être. Et monsieur Robert Ebras, qui devrait arriver aussi, mais comme ils viennent d'assez loin, ce n'est pas toujours facile, qui seront présents à nos côtés dans un moment. Mesdames et messieurs, les personnalités civiles et militaires en vos grades et qualités, mesdames et messieurs les maires des communes voisines, mesdames et messieurs les représentants des associations locales, merci à tous. Mais avant de poursuivre mon intervention, je veux rendre un hommage à un homme devenu notre ami, décédé récemment, Philippe Moreau. Arrivé à Clairvive après le décès d'Albert Delsuc, est devenu le directeur des travaux de la cité. Pour nous, il a remis en état d'origine le monument dédié à Albert Delsuc, laissé à l'abandon depuis plusieurs années pour notre congrès de 2012. Il faisait une joie de participer à ce congrès 2017. Merci Philippe pour tout le travail effectué pour qu'Albert Delsuc et la FNBPC restent présents en cette cité. Nous allons respecter une minute de silence. Merci. Il y a déjà 5 ans, nous étions ici tous réunis en ce même lieu pour rendre un hommage solennel à Albert Delsuc, concepteur de cette cité sanitaire de Clairvive. Nous avions à nos côtés Jean-Jacques Delsuc, un des fils d'Albert qui est décédé depuis 2014. Nous avons aujourd'hui le plaisir de recevoir Madame Nicole Delsuc, belle-fille d'Albert, accompagnée de Flavie, petite-fille d'Albert. Nous les remercions d'avoir bien voulu se joindre à nous pour ce dernier grand rassemblement de la FNBPC. Nos remerciements à Monsieur Amadou, directeur de Clairvive, qui a remis à notre disposition responsables et personnels, ainsi que différentes salles pour que notre dernier congrès national se déroule dans les meilleures conditions. Mes remerciements s'adressent aussi aux responsables, aux employés et pour leur engagement afin que notre séjour se passe dans les meilleures conditions. Depuis notre dernier congrès à Clairvive en 2012, beaucoup d'événements se sont déroulés. La prise de conscience après notre passage de 2012 qu'il serait intéressant de ne pas laisser retomber Clairvive dans l'obscurité et l'action de la FNBPC dans l'oubli total.
J'adresse mes remerciements et bien au-delà à notre ami Alain Maigret et à son conseil municipal pour leur investissement pour créer un ensemble, un complexe culturel qui comprendra un espace mémorial de la FNBPC et de Clairvive, dont nous avons inauguré hier une plaque à l'emplacement du site. En même temps se créa l'association Salagnac Clairvive Association, qui, avec sa tête, notre ami Martine Marquet, qui a voulu que l'action de la FNBPC et de Clairvive soit remise en valeur avec le chemin patrimonial relatant la construction de Clairvive et de l'ensemble de la cité. Concepteur et constructeur de Clairvive, Albert Delsuc, Pierre Forestier, le docteur Asman, ainsi que l'ensemble des personnes ayant eu des activités à Clairvive, en particulier le docteur Henri Revol, médecin-chef de la cité de 1945 à 1977. Ces chemins furent inaugurés le 1er juillet 2014, journée à laquelle je fus intronisé citoyen d'honneur de la commune de Salagnac. Salagnac-Clairvive. Donc, merci Martine, merci Alain. Vous êtes des membres à part entière de la grande famille qui est la Fédération nationale des blessés du poumon. Merci à tous de votre attention. Merci. Et donner la parole maintenant à notre ami Alain Maigret, maire de la commune, Salagnac-Clairvive. Mesdames et messieurs, les employés et conseillers municipaux de Salagnac, vous souhaitons la bienvenue à Clairvive. C'est toujours un grand honneur de recevoir la FNBPC dans la cité que vous avez érigée. Dans leur grande majorité, les habitants de notre village sont heureux de résider à Clairvive, forts de sa modernité, de son confort, de sa convivialité. Ils sont conscients que la vie ici, dans cet îlot de verdure, est bien plus douce qu'ailleurs, dans ces grandes villes insipides où l'on doit être vigilant à chaque seconde. La commune de Salagnac est heureuse d'abriter en son sein un centre de rééducation et un centre d'aide par le travail, permettant à des personnes handicapées de reprendre goût à la vie, en découvrant d'autres horizons adaptés à chacun. Vous avez pu constater ce riche passé historique de Clairvive, son ancien hôpital, son cimetière des morts issus de l'hôpital, son monument d'Albert Delsuc. Ce patrimoine que la municipalité, et particulièrement une employée communale, s'est acharnée à sortir du néant, nous fait découvrir des caches de documentation instructive grâce à votre journal Vivre. Nous avons un devoir impérieux à remplir, de contribuer à ressurgir ce passé qui n'est pas consolable de laisser dormir dans les oubliettes du néant. Je conclurai par ces mots du père d'Irène Curie, qui est resté un temps à Clairvive, M. Pierre Curie. Essayons-nous tous ensemble de faire de la vie un rêve et d'un rêve une réalité. Merci beaucoup. Je continue pour remercier, pour vous accueillir, donc, avec un minimum de bienséance. Je tiens à remercier chaleureusement M. Amadou, qui a mis en œuvre tout ceci, de remercier M. Bruno Deveau et son service technique, les services intérieurs, les APS surtout, qui nous ont désaltérés hier, ainsi que les employés et les conseillers communaux de la commune de Salagnac. Et un grand merci et félicitations à Étienne Courpe pour son organisation super top. Bravo à tous. Merci. Bon. Oui, non, je vais passer la parole à M. Duberne, directeur adjoint représentant M. Amadou. Monsieur le Président de la Fédération nationale des blessés du poumon et des chirurgicaux, Monsieur Robert Talbot, Monsieur le Secrétaire général, Monsieur le Trésorier, Messieurs les généraux, Madame la conseillère départementale, présidente du conseil d'administration,
Monsieur le maire de Salagnac, Monsieur le conseiller départemental, président de la communauté de communes, Mesdames et Messieurs, en vos grades et qualités, Mesdames et Messieurs les élus, Madame Marquet, présidente de Salagnac Clair Vivre Association, Mesdames et Messieurs, je tiens tout d'abord à vous renouveler les excuses de Monsieur Amadou, directeur général de l'établissement public, pour son absence à cette manifestation. En effet, ses obligations le contraignent à devoir être à l'extérieur de l'établissement. De ce fait, c'est avec grand plaisir que je le représente aujourd'hui. L'accueil du congrès national de la FNBPC est bien évidemment un moment important pour la cité de Clairvivre. En effet, l'établissement trouve son origine dans les actions de votre fédération et ainsi vous y êtes un peu chez vous. Bien sûr, l'organisation et les missions de la structure ont évolué, mais ce qui demeure, ce sont tout d'abord les valeurs originelles. Ensuite, c'est le patrimoine immobilier qui fait maintenant l'objet du classement patrimoine du XXe siècle. Les valeurs qui ont présidé à la création de Clairvivre, valeurs d'humanisme, d'entraide et de solidarité, d'attention aux plus fragiles, sont encore celles qui guident notre action médico-sociale au travers de 4 établissements. Le SAMSA, service d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés, coordonne l'accompagnement sanitaire et médico-social de 20 personnes à leur domicile dans un rayon d'une 40aine de kilomètres autour de Clairvivre. L'ESAT, établissement ou service d'aide par le travail, permet à 200 travailleurs qui ne peuvent pas exercer leurs compétences en milieu ordinaire de travail de les développer avec un accompagnement adapté sur des activités très diversifiées dans l'agriculture, maraîchage, floriculture, élevage, mais aussi dans les services ou la sous-traitance pour l'industrie. Le foyer d'hébergement reçoit quant à lui 200 résidents, pour partie travaillant aussi à l'ESAT, qui nécessitent un accompagnement plus ou moins rapproché en fonction des autonomies qu'ils ont à développer. Le centre de rééducation professionnelle assure pour sa part des missions d'orientation et de formation professionnelle pour des travailleurs handicapés qui ne peuvent plus exercer leur ancien métier. Il est donc possible d'y définir et d'y vérifier un nouveau projet professionnel. Nombreux sont les stagiaires qui y viennent aussi de toute la France pour une durée généralement comprise entre 1 et 2 ans pour se former à l'un des 20 métiers que propose le CRP. Enfin, l'établissement public gère des activités commerciales au travers d'un village de gîtes, d'un bar, d'un hôtel et d'un restaurant ouvert à tous. Il participe ainsi à l'animation et à la valorisation de ce beau territoire du nord de la Dordogne. Bien entendu, Clairvivre s'est construit sur les fondements de son passé, par son expertise dans le présent, mais surtout se projette dans son avenir, par le grand nombre d'actions qu'il envisage de développer dans les prochaines années, qui contribueront à maintenir son rayonnement et son attractivité. Je vous remercie donc d'avoir choisi Clairvivre pour la tenue de votre 89e congrès et vous souhaite pleinement de profiter de ce lieu que nous nous attachons à faire le plus accueillant possible, tel que l'auraient souhaité ses créateurs. D'ailleurs, je ne saurais terminer mon propos sans remercier l'ensemble des cadres et agents de tous les services de l'établissement qui ont mis leurs compétences au service de la réussite de ce congrès. Je vous souhaite une poursuite fructueuse de vos travaux au cours de cette journée. Monsieur le Président de la Fédération nationale des blessés du poumon et des chirurgicaux, Monsieur Robert Talbot, Monsieur le Secrétaire général, Monsieur le Trésorier, Messieurs les généraux, Monsieur le maire de Salagnac, Monsieur le Président de la communauté de communes conseiller départemental, Mesdames et Messieurs les représentants de l'établissement public départemental de Clairvivre, Mesdames et Messieurs en vos grades et qualités, Mesdames et Messieurs les élus, Madame Marquet, présidente de l'association Salagnac Clairvivre, Mesdames et Messieurs les membres de la communauté de Clairvivre, Mesdames et Messieurs. C'est avec un grand plaisir que je représente aujourd'hui le conseil départemental de la Dordogne. Je voudrais tout d'abord excuser son président, Germinal Perrault, qui ne peut être parmi vous aujourd'hui.
Il vous transmet cependant ses plus chaleureuses salutations. Vous me permettrez avant tout de vous souhaiter la bienvenue au sein de notre magnifique département, qu'est la Dordogne, et de cette non moins belle cité, la cité de Clervivre. Je voudrais avant tout vous dire combien le département de la Dordogne a toujours partagé votre combat et vos valeurs. En témoigne notamment l'attention particulière que le département a toujours eue à l'égard de la cité de Clervivre et de sa communauté. Encore aujourd'hui, nous y prenons toute notre place. De fait, un congrès de votre fédération ici, à Clervivre, n'a jamais rien d'anodin. On peut le dire, cette belle cité, même si elle a vécu comme il se doit les affres du temps, a toujours eu une relation particulière, étroite avec votre association. Évoquer l'histoire de Clervivre, c'est évoquer l'histoire de votre fédération, mais c'est aussi évoquer tout simplement l'histoire de la Dordogne, un département humaniste qui a toujours eu le devoir de solidarité chevillé au corps. Après l'accueil des gazés tuberculeux de la Première Guerre, Clervivre a accueilli les réfugiés espagnols, puis nos amis alsaciens chassés par les nazis. Aujourd'hui encore, la cité est un des poumons de notre Périgord vert. Ainsi, nos histoires se sont parfois croisées, souvent confondues. Et on peut en effet ne pas penser en cet instant au fondateur de Clervivre, Albert Delsuc, qui fut aussi l'une des principales chevilles ouvrières de votre combat au sein de la Fédération durant de nombreuses années, dans l'entre-deux-guerres et après-guerre. Je le disais en préambule, oui, nous partageons vos valeurs, car au-delà des murs blancs de la cité de Clervivre, de son architecture urbaine à la campagne dans ce Périgord vert, Clervivre, c'est avant tout une utopie, une belle utopie, humaniste et progressiste qui est devenue réalité grâce à la volonté des hommes. Cette utopie s'inscrivait de fait dans un mouvement plus large qui donna naissance juste après-guerre à la sécurité sociale. C'est à la fois une grande leçon de vie et une grande leçon d'espoir, une grande leçon de solidarité. Dans un monde qui tend au repli sur soi, à un individualisme à tout craint, la solidarité, la fraternité, le respect de l'autre et des différences doivent demeurer des buts pour chacun de nous. Clervivre est encore véritablement aujourd'hui l'expression d'une démarche humaniste, constante et réussie, notamment en faveur de la réinsertion. Clervivre demeure une véritable et belle communauté humaine. Bien sûr, les problèmes d'hier ne sont plus les problèmes d'aujourd'hui, mais le combat continue sous d'autres formes et nous sommes attachés comme vous à le poursuivre. Il me reste à vous souhaiter un bon congrès. Je vous remercie de votre attention. Madame Sedan, je vous remercie pour vos paroles concernant notre fédération et pour tout ce que vous faites pour notre fédération en particulier. Je vous remercie pour tout. Merci, Madame Sedan. La parole est à Monsieur Lamonnerie, Bruno Lamonnerie, président de la communauté de communes. Monsieur le Président, Monsieur le maire, cher Alain, Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs les administrateurs, vous dire d'abord tout le plaisir que j'ai d'être avec vous ce matin pour partager votre congrès national et vous présenter en même temps des excuses puisque je ne pourrai hélas être avec vous jusqu'à la fin de votre congrès puisque je dois me rendre, voilà, j'ai d'autres obligations et je devrais vous quitter d'ici une petite demi-heure. Mais merci en tout cas de me donner la parole et je veux vous dire en tant que président de la communauté de communes que sur ce territoire, la cité de Clervivre est un atout formidable. C'est un atout qui, d'un point de vue économique, puisque c'est beaucoup d'emplois, mais au niveau du sens de ce qui se passe ici à Clervivre est quelque chose qui, pour nous, guide, si vous voulez, toutes les politiques que l'on met en place. L'humanisme, la solidarité, voilà, c'est ce qui préside à nos décisions et c'est ce que nous avons toujours dans un coin de la tête lorsque nous décidons quelque chose. Et à Clervivre, c'est le symbole de tout ça.
Hier, nous avons inauguré une plaque, Monsieur le Président, et j'ai pris devant vous un engagement et je veux le rendre public. Nous avons un projet au niveau de la communauté de communes qui s'appelle Illo-Vézère, qui est de poursuivre un réseau de médiathèques, puisque nous pensons, surtout par les temps qui courent, que la lecture publique, l'accès à la connaissance est un devoir, et nous comptons faire de la lecture publique un lien social. Ça fonctionne déjà sur une partie du territoire. Et nous allons construire 4 médiathèques supplémentaires. Ce projet est en cours et les travaux commenceront dès l'an prochain. Et la première que nous construirons, c'est ici, à Clervivre, hein, sur la commune de Célagnac, à Clervivre, là où nous avons inauguré hier après-midi, cette plaque. C'est un devoir pour nous que de transmettre. Il fut un temps, comme on le rappelait tout à l'heure, où tout était gravé dans le marbre, où on ne se posait pas de questions sur le devenir de la cité de Clervivre. Aujourd'hui, il faut se battre pour plusieurs choses. Un, pour que les générations qui nous suivront sachent la genèse de Clervivre, quelles étaient les motivations de ceux qui ont créé cette cité exemplaire. Il faut prouver toujours et encore au pouvoir public le côté indispensable encore aujourd'hui en 2017 de la cité de Clervivre. Eh bien, c'est ça, Monsieur le Président, que nous voulons au travers de ce lieu de mémoire, mais aussi de ce lieu de vie, que nous voulons construire ici, et nous commencerons par ce bâtiment-là, et je vous l'assure, je vous le promets, nous serons ensemble et vous couperez le ruban, Monsieur le Président, à la fin de l'année prochaine, ou au pire en 2020. Voilà ce que je voulais vous dire publiquement. Et puis, m'excuser encore du fait que je ne pourrai pas être présent avec vous très longtemps, et vous souhaiter à toutes et à tous un très très bon congrès. Je vous remercie. Monsieur le Président de la communauté de communes, je vous remercie d'avoir pensé que peut-être que je ne pourrais pas durer longtemps pour venir inaugurer, mais enfin... Ça, l'année prochaine, ça me va très bien. Hein. Non, il a dit 2020. 2020, j'essaierai de tenir. Non, attendez, il ne faut pas jouer avec le feu, là. Non, mais je vous remercie pour tout ce que vous allez entreprendre pour notre fédération. C'est pour nous quelque chose de symbolique, et que cette cité perdure dans le temps, avec sa mémoire, avec le respect de tout ce qui a été fait pour nos anciens. Et ça, Monsieur le Président, je vous remercie, ainsi qu'Alain Maigret et Mme Sedan, pour tout ce que vous allez entreprendre pour que ce soit réalisé dans les plus brefs délais. Et ça, merci à tous. Bon, Monsieur Montes, vous avez la parole. Merci. Bonjour à tous. Alors d'abord, je vais vous expliquer rapidement la raison de ma présence parmi vous. En fait, c'est la coordination de 2 volontés, celle du service de santé des armées Val-de-Grâce et Limoges, et celle de M. Talbot et de M. Courpe, qui m'ont chargé de travailler sur le Campagne-les-Bains. Donc je ne suis pas sur le site d'ici, mais sur l'historique de la prise en charge des militaires tuberculeux pendant la Première Guerre mondiale. D'abord au niveau du service de santé pour classer, en tant que conservateur, classer les archives du service de santé sur la période 1917-1920, fonds qui a été fermé en 1927 et que nous rouvrons dans le cadre du centenaire pour pouvoir le mettre à disposition du public, et par mon intérêt pour la FNBPC qui a effectivement été créée à Campagne-les-Bains en 1921. Donc nous sommes arrivés à nous mettre d'accord sur un programme de travail qui commence, dont la première expression est celle d'aujourd'hui. C'est le document que vous avez en premier dans ce dossier, qui couvre toute une partie de l'histoire de la 16e région militaire. Et
qui va se terminer en 2018 par une conférence aux archives départementales de l'Aude à Carcassonne. Alors aujourd'hui, dans le cadre de cette présentation, nous avons marqué que ce qui nous a beaucoup intéressés et interpellés dans ce congrès, ce sont les hommes. C'est-à-dire qu'au-delà des faits, au-delà de l'histoire, ce sont des hommes qui ont mis en œuvre, quelquefois dans des circonstances extrêmement difficiles, qui ont mis en œuvre tout un programme de prise en charge de ceux qui étaient délaissés, c'est-à-dire les militaires tuberculeux. Alors, je voudrais vous présenter très rapidement 4 personnes, 4 médecins qui se trouvaient dans la 16e, enfin qui se sont trouvés affectés à la 16e région militaire pour prendre en charge les établissements qui ont été mis en place, c'est-à-dire 2 hôpitaux sanitaires et une station sanitaire entre 1915, qui ont fonctionné entre 1915 et 1919. Pourquoi ces hommes? Parce que souvent, on arrive à se souvenir des choses par les réalisations, d'où l'importance pour la période d'après de la cité sanitaire de Clervivre. Or, bien souvent, tous les établissements qui ont été créés, ils ont été 45 hôpitaux sanitaires et 35 stations sanitaires pendant la guerre, ont quasiment tous disparu. C'est-à-dire que la mémoire collective n'existe plus sur cette période. Et deuxième victime de cet oubli, ce sont les médecins, qui n'étaient pas, pour la plupart, appelés à travailler auprès de cette catégorie de malades et qui, étant démobilisés en 1919, sont retombés dans l'anonymat du quotidien et de l'après-guerre. Alors, ces personnes, c'est M. François Trémolière, qui est né le 31 mai 1873 à Gimont, dans le Gers. C'est Paul Arsène Boudouresque, qui est né le 21 octobre 1880 à Mirepoix, dans l'Ariège. C'est Guillaume Roux, qui est né le 16 juin 1887 à Bourges. Et c'est Émile Valper, dont malheureusement je n'ai toujours pas trouvé le dossier militaire pour avoir sa date de naissance et son parcours. Ces hommes, vous voyez que c'est quand même une classe d'âge qui va sur près de 10 ans. Ils ont été diplômés dans les différentes facultés de médecine sur une période allant de 1898 à 1909. Et leur particularité, c'est qu'en 1912, ils sont tous médecins aide-major de première classe. C'est-à-dire, lors de la mobilisation, ils vont tous passer comme médecins dans les unités combattantes, soit pour diriger des ambulances, soit pour diriger des hôpitaux de l'arrière. C'est-à-dire que c'est des gens qui vont avoir l'expérience du combat. C'est des gens qui vont avoir l'expérience de la souffrance. Or, on sait maintenant que même si la guerre était prévisible dès 1911, personne ne pouvait s'attendre à ce déchaînement de violence. Or, ces médecins se sont trouvés dans des situations extrêmement difficiles, ce qui fait que Guillaume Roux a dû être retiré du front en 1915 et les 3 autres ont été retirés du front en 1916, c'est-à-dire qu'ils n'étaient plus en capacité de faire leur travail de médecin-chef d'ambulance ou de médecin de bataillon. Donc, nous avons affaire à des médecins combattants. Ce ne sont pas des médecins qui vont arriver comme ça de nulle part, ce sont des médecins combattants retirés du front parce qu'ils ne pouvaient plus suivre le rythme des batailles et qui vont se trouver affectés à partir de 1916 à la question des tuberculeux. Alors, le 1er août 1916, Guillaume Roux est affecté comme médecin-chef de l'hôpital sanitaire de Campagne-les-Bains. Il était précédemment médecin-chef de la place de Pézenas dans l'Hérault. Paul Boudourex, lui, vient directement de l'ambulance 5-2 et il est affecté comme médecin adjoint à Campagne-les-Bains. François Trémolière, qui est en provenance de l'hôpital militaire d'Amélie-les-Bains lorsqu'il avait été retiré du front, comme médecin-chef déjà, est affecté comme médecin-chef de l'hôpital sanitaire de Seille dans l'Hérault. Et Philippe Vapleur est affecté en 1917 à la station sanitaire
Alors, le nom, c'est un nom... d'Aveyron, alors excusez-moi pour l'accent, Enguerresque, qui se trouve à une vingtaine de kilomètres de Millau. Lui a une expérience précédente, puisque quand il a été retiré du front, il a été médecin-chef de la station sanitaire de Montfaucon, dans le Lot, où j'ai demandé aux personnes venant du Lot de bien vouloir effectuer pour moi quelques recherches sur la trajectoire de cette personne. Alors, ces 4 médecins vont accéder au grade de médecin-major de 2e classe en 1916 pour Roux et en 1917 pour Walter. Un seul de ces médecins va retourner en unité combattante. C'est Paul Boudouresque, qui est affecté le 3 avril 1917 à sa demande comme médecin-chef de l'ambulance alpine numéro 7 au sein de l'armée d'Orient. Donc, vous voyez un peu la qualité de ces médecins. Tous ces médecins vont être démobilisés en 1919, sauf Guillaume Roux, puisque c'est un médecin d'active, qui lui sera démissionnaire en 1922. Vous trouverez dans le document leur parcours et je vous donne rendez-vous à Campagne en novembre, 3 ou 4 novembre, où nous parlerons là des officiers et simples soldats qui ont été malades et qui ont séjourné à l'hôpital de Campagne-les-Bains. Je vous remercie de votre attention. Merci, Monsieur Montes, pour votre exposé. Je sais très bien que nous n'avons pas laissé beaucoup de temps pour le faire aujourd'hui, mais vous allez vous rattraper à Campagne-sur-Aude et on sera en plein dans le sujet avec l'hôpital militaire de Campagne. Je vais donc maintenant passer la parole à notre ami le général Boisson, qui fait partie de la famille et qui va vous entretenir un peu sur ce qu'il va dire cet après-midi. Merci. Oui. Bien, bonjour à tous. Alors, moi, je reviens sur Clair-Vivre, et c'est l'histoire de Clair-Vivre que j'essaierai de vous conter cet après-midi, au moins pour ceux qui ont pu résister et survivre au banquet. Alors, j'ai quand même, malgré un optimisme congénital, j'ai quelques inquiétudes sur l'attention qui ne sera peut-être pas forcément soutenue chez tout le monde. La seule chose que je demande, c'est que les ronflements soient discrets. Et pour ceux qui sont éveillés, d'abord un coup de coude amical pour celui qui s'est laissé un peu endormir par les propos de l'orateur. Clair-Vivre, c'est un sujet énorme. Et j'ai eu ainsi l'occasion, je ne suis pas originaire de la région, mais c'est surtout de découvrir un homme absolument extraordinaire. Et je suis très ému de parler aujourd'hui devant ses descendantes. Albert Delsuc, c'est un bonhomme incroyable. Alors, Clair-Vivre, c'est l'œuvre de la FNBPC, mais c'est aussi l'œuvre d'Albert Delsuc. Mais aussi cet homme, aux immenses qualités, avait su être avec 2 autres hommes d'une très grande qualité, Forestier et Halsman, qui ont chacun dans leur domaine œuvré de manière remarquable. Alors Clair-Vivre, on peut se poser la question, mais pourquoi Clair-Vivre? Pour faire quoi? Eh bien, sans déflorer ou sans parler déjà de mon exposé de cet après-midi, c'était la façon de soigner les tuberculeux. Monsieur Montes a parlé des tuberculeux qui étaient déjà au front, mais la tuberculose faisait des ravages en France. Il y avait plus de 60 000 morts par an. Mais ceux qui, plus particulièrement, étaient gazés, eh bien, contractaient presque systématiquement la tuberculose. Évidemment, la tuberculose faisait des ravages dans des organismes délabrés, abîmés par les gaz, et plus particulièrement par cette hypérite. Mais les gaz ont été utilisés depuis 1915 du côté d'Ypres. Mais l'hypérite vient de Ypres aussi, mais l'hypérite, qui est un gaz vésicant, brûlait aussi les peaux, les chairs et brûlait les poumons. Alors il faut savoir quand même que pendant la guerre en France, il y a eu 8000 morts par le gaz. Il y en a eu 190 000 qui ont été blessés. Le ratio habituel, la guerre, pardonnez-moi ces chiffres d'épicerie, mais quand on touche aux morts,
1 mort, 4 blessés. Eh bien ici, 8 000 morts, 190 000 blessés. Et ces blessés, ça va durer pratiquement toute leur vie. Donc il fallait effectivement les soigner. Alors là apparaît cette dichotomie, cette position totalement différente entre les médecins français et les médecins anglais. Les médecins français soignent la tuberculose par l'isolement des malades. On leur donne bien à manger, puis on les met au soleil. Pas pour les dessécher, pour les conserver, non, mais la lutte contre la tuberculose passe aussi par l'utilisation du soleil. Alors que les Anglais, eux, ont une autre méthode. Eux, ils font un village, ils ont construit des villages et les tuberculeux sont avec leur famille et ils travaillent à l'aune de leur capacité, mais ils sont en famille et placés ainsi dans des conditions psychologiques extrêmement plus confortables, plus rassurantes et plus sécurisantes. Donc, il y a plusieurs villages, dont le plus célèbre est Papworth, et le professeur Léon Bernard, un physiologue membre de l'Institut, il va et est admiratif et il voit Albert Delsuc, il dit « il faut que vous veniez avec moi, je vais vous faire visiter Papworth ». C'est une autre conception de la lutte contre la tuberculose. Donc en 1925, messieurs Delsuc et Bernard sont à Papworth et Delsuc pense tout de suite qu'il faut faire quelque chose. Alors évidemment, ça ne va pas se faire tout seul. Et quand on connaît aujourd'hui, malgré les efforts de nos élus pour réaliser certaines choses, les formalités administratives qu'il faut combattre, et surtout cette inertie chez certains de nos bureaucrates d'une administration tatillonne et un peu empêcheuse de progresser, eh bien ce n'est pas évident. Eh bien il va réussir, donc d'abord de convaincre toutes les personnes, les personnalités de la FNBPC. La FNBPC va s'engager à la fin des années 30 là, à construire une cité sanitaire. Alors, cet après-midi, je vous répondrai pour ceux qui seront réveillés, pourquoi le choix de Clervivre, au fond de ce merveilleux Périgord, mais c'était quand même pas une sacrée plage. Hein. Donc, pourquoi ici on a construit la cité de Clervivre. À quoi ça correspond? Quelles sont les réalisations, les zones résidentielles, les zones professionnelles, les zones médicales? Donc, vous voyez, c'est toute une histoire extrêmement riche. Et c'est à l'époque une utopie. Eh bien, cette utopie va réussir, va devenir, donc avant-hier, une utopie. Hier, c'est devenu une réalité. Et aujourd'hui, c'est un patrimoine. Donc, vous voyez que Clervivre s'inscrit vraiment dans l'histoire. Et c'est ce côté visionnaire qu'avait déjà Albert Delsuc et tous ses collaborateurs de FNBPC. Eh bien, c'est ça qui devient la réalité. Et aujourd'hui, je suis sûr que l'EPD continue de fonctionner sur les errements fixés par Haussmann notamment. Alors, ça m'amène à parler en quelques mots d'un docteur malheureusement un peu tombé dans l'oubli, c'est le docteur Henri Revol. Le docteur Henri Revol, pour être plus précis, est arrivé en 1945 ici. C'était un ancien tuberculeux lui-même qui a fait ses études et qui est devenu spécialiste de la lutte contre la tuberculose. Il est embauché, la FNBPC réalise la cité et c'est la SMM, la société de la Maison des blessés du poumon qui prend le fonctionnement de Clervivre. Eh bien, le docteur Henri Revol, après la guerre, est embauché par la SMBP. Et il est médecin adjoint. Et l'année suivante, cet homme d'immense qualité aussi va s'imposer, devenir médecin-chef, puis médecin-directeur. Il le restera jusqu'en 1978, à son départ à la retraite. Il décédera à Beaune en 2006. Le docteur Revol va être celui qui va concevoir, organiser et mettre en œuvre toute la politique médico-sociale dont aujourd'hui l'EPD continue en quelque sorte de faire fonctionner sur des principes qui sont très proches. Hein. Donc vous voyez, Clervivre a été aussi le lieu des visionnaires. Voilà, donc je vous donne rendez-vous cet après-midi et bonne chance pour le banquet. Merci mon général. D'un général à l'autre, il n'y a qu'un pas. Je vais maintenant donner la parole
contrôleur général des armées Serge Barcellini, président général du Souvenir français. Mon général. Monsieur le secrétaire général, ben merci. Chers amis, alors votre secrétaire général m'a dit vous avez le temps que vous voulez. Alors je vous rassure, je vais être court. Parce qu'il y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites, puis il y a si j'ai bien compris, il y a le repas après. Hein. Le général Boisson vient de nous le rappeler, donc on a encore un peu de temps, vous allez me dire, hein, on peut encore attendre un peu. Alors, permettez-moi d'abord de saluer Madame la conseillère départementale, permettez-moi de saluer le maire de Salagnac et son conseil municipal, le maire de Campagne-sur-Aude, que j'ai rencontré, n'est-ce pas, avec une partie de son conseil municipal. Merci, monsieur le maire. Permettez-moi de saluer le président de la communauté de communes, le directeur départemental de l'ONAC. Vous savez, il ne faut jamais oublier une autorité. Alors, j'essaye de le noter, ça. Hein. J'essaye de le noter. Vous avez vu, je vous apprends comment on fait. Hein. N'oubliez jamais des autorités. On commence toujours par les autorités. Ensuite, permettez-moi de saluer les responsables d'associations qui sont ici présents, les porte-drapeaux que nous verrons tout à l'heure, parce qu'eux, ils font du boulot, surtout avec la chaleur qu'il va y avoir. Je tiens à le signaler. Je me permets également de saluer un certain nombre de personnes. Martine Marquet, parce que elle travaille, hein, elle nous fait un boulot de recherche. Heureusement qu'ils ne sont pas tous comme elle. Parce que alors, je passerai des soirées à lire. Alors, c'est pas possible. C'est pas possible. Je connais tout sur les tombes, sur tout ce qui se passe ici. Elle a fait un exceptionnel travail et je tiens à la remercier. Je tiens à remercier Jean-François Montes. Vous l'avez écouté tout à l'heure et vous le lirez bientôt. C'est l'historien le plus fin sur ces recherches qui vous intéressent, qui nous intéressent, sur cette histoire de l'après-guerre, sur les souffrances de l'après-guerre. Il vous l'a évoqué tout à l'heure, il vous a dit qu'il y aura bien d'autres conférences. Merci à lui. Merci au général Boisson. Lui, c'est très bien. Je sais qu'il va nous dire tellement de choses intéressantes cet après-midi que ça va me permettre d'aller plus vite. Bon, ça va me permettre d'aller plus vite sur ce que je souhaite vous dire. J'espère que je n'ai la famille Delsuc. Nous savons qu'ici, nous partageons une mémoire commune autour d'un homme, j'y reviendrai dans une minute. Et cette mémoire commune, mesdames, vous l'incarnez en tant que succession familiale, et cela est excessivement important, je vous le redirai peut-être dans une minute. Je crois que j'ai oublié personne, et puis si, je vous ai tous oubliés, chers amis. Chers amis, si vous le voulez bien, j'ai 2-3 choses à vous dire. Quand votre secrétaire général, que je ne salue plus, parce qu'il ne vous lâche pas, lui, hein. Lui, il est bon. Excusez-moi, là, c'est le président que j'ai à côté de moi. Le secrétaire général a foutu le camp là-bas. Il est là-bas. Le président que je n'ai pas salué, mais je vais tellement vous dire des choses tout à l'heure que je ne peux pas... je me rattraperai tout à l'heure. Je me rattraperai tout à l'heure pour votre président national, si vous le voulez bien. Alors, vous dire 2-3 choses simples. Et je n'ai pas salué les délégués du Souvenir français. Non, mais vous imaginez, on oublie toujours sa maison. Vous savez, c'est le cordonnier toujours le plus mal chaussé. Vous voyez, j'oublie de saluer les délégués du Souvenir français, hein, qui, je vais vous en dire 2 mots tout à l'heure, et puis tous ceux qui sont ici, membres du Souvenir français. Je ne vais pas vous dire que bientôt vous y serez tous, mais on y reviendra tout à l'heure, si vous le voulez bien. Alors, vous dire quelques mots. D'abord, quelques mots sur Clair-Vivre. J'ai tout lu. J'ai tout lu ce qu'on m'a envoyé, j'ai tout lu. Pour moi, Clair-Vivre, je ne l'avais jamais vu, je n'étais jamais venu. Je rencontre ici d'abord une histoire de souffrance. Et les chiffres que nous a donnés tout à l'heure le général Boisson sont tout à fait extraordinaires dans cette tragédie. Ici, nous avons une histoire de souffrance. Des hommes ici ont souffert d'une maladie. Ils venaient ici pour tenter la guérison. Il y a ici quelque chose qui nous fait vivre l'émotion. Il y a ici quelque chose où nous disons, c'est pas simple, Clair-Vivre. Clair-Vivre, c'est le versant des champs de bataille. C'est le versant de Verdun, Clair-Vivre. C'est le versant de la Somme, c'est le versant de la Marne, Clair-Vivre. Alors, on est loin du champ de bataille, on est très loin. Et pourtant, nous vivons le champ de bataille à Clair-Vivre. Et je crois qu'il y a là quelque chose d'essentiel à comprendre. Nous sommes ici sur une mémoire de guerre. Nous sommes ici sur une mémoire de la souffrance des guerres, de 14-18 et de 39-45. On le dit peut-être pas suffisamment, car quand on parle des guerres, on parle de l'Est de la France. On dit ça s'est passé là-haut, mais ça s'est passé ici.
Ça s'est passé ici, parce que ici, des hommes qui avaient fait la guerre, des hommes ont souffert des conséquences de la guerre. Et Clervivre, c'est d'abord une histoire de souffrance, et c'est peut-être cela qui m'impressionne le plus. C'est peut-être ici qu'il y a cette émotion partagée des hommes. Alors on parle peu des femmes, parce que les femmes, elles ont fait autre chose pendant la guerre. Ça ne veut pas dire qu'elles n'ont rien fait, loin de là. Mais c'est vrai qu'elles n'étaient pas sur le champ de bataille, mais quelque part ici, d'abord un lieu de souffrance. Clervivre, et nous l'avons entendu par Jean-François Montes, nous l'avons entendu, mesdames et messieurs, dans vos interventions, c'est aussi une histoire d'hommes et de femmes. Il n'y a rien qui se fait sans passion. Clervivre, c'est une passion de création, c'est une passion de rencontre entre des médecins, entre des architectes, entre une grande fédération, je vais y venir tout à l'heure, entre une grande fédération, c'est une histoire de passion d'hommes, de femmes. Là, nous allons les rencontrer. D'hommes et de femmes qui ont lié leur destin à cette souffrance dont je parlais tout à l'heure. Clervivre, c'est une histoire de passion. Et il y a là quelque chose aussi qui va nous imposer l'avenir. Et puis Clervivre, et c'est là que je m'arrêterai un peu plus longtemps, ce qui m'a formidablement intéressé dans Clervivre, c'est une histoire nationale. C'est presque une histoire humaine et universelle. Je tiens à m'expliquer. Tout à l'heure, j'ai entendu des mots qui m'ont beaucoup intéressé. D'abord, Clervivre, madame, vous l'avez dit, c'est une utopie. C'est une utopie réalisée, et je crois que jamais autant qu'aujourd'hui, il faut penser que les utopies sont nécessaires. Lorsque nous sommes dans une vie collective qui se dégrade, seule l'utopie nous permet de reprojeter quelque chose sur l'avenir. C'est une utopie qui n'a pas été neutre, une utopie qui a conduit à la sécurité sociale. Ne l'oublions jamais, lorsque la fédération se crée, il n'y a pas de sécurité sociale. Si ce monde combattant, sur lequel je vais revenir dans une minute, se crée, si ces grandes fédérations, ces associations se créent, c'est justement parce qu'il n'y a rien. Il n'y a rien. Et il faut construire quelque part ce qui va être l'enjeu collectif du vivre ensemble en particulier pour ceux qui ont tant perdu pendant les guerres. C'est cette utopie qui est dans notre histoire nationale. Clervivre, c'est un point de l'utopie de notre histoire. Et puis Clervivre, c'est une autre histoire. Là aussi, j'ai tout lu. C'est une autre histoire. Quand vous arrivez à Clervivre, cet après-midi, il faut que j'aille voir les cimetières, hein, Martine, ça va, c'est clair, hein. Je ne vais pas les rater, les cimetières, j'ai bien compris. Je ne vais pas les rater, raconter toutes les tombes, je sais tout, j'ai tous les plans. Et vous savez, à travers les cimetières de Clervivre, nous allons sentir et rencontrer l'histoire nationale. Nous rencontrons l'histoire de la France, l'histoire de 14-18, à travers ceux qui sont morts ici des conséquences de la Grande Guerre, l'histoire de la guerre d'Espagne, avec ceux qui ont été les réfugiés qui se sont installés ici dans nos bâtiments, l'histoire de l'occupation allemande de l'Alsace-Moselle. Qui sait encore dans les jeunes Français qu'il y a eu une occupation de l'Alsace-Moselle, une annexion de l'Alsace-Moselle, et que pour cette annexion, en 1940, on a basculé un grand nombre d'Alsaciens dans la France profonde. Ici, vous étiez la France de l'intérieur, et on a basculé ici les malades des hôpitaux de Strasbourg. Il y a là, ici, une histoire partagée avec quelque chose qui ne se sait plus. Et puis, quelque chose qui m'a passionné, parce que je pense qu'on ne le dit peut-être pas suffisamment, l'histoire de la résistance. Ici, il y a une histoire de la résistance et des maquis. C'est pas rien, une histoire de la résistance. C'est pas rien aujourd'hui que de dire, même dans un lieu qui était un lieu de souffrance, il y avait des hommes et des femmes qui se rassemblaient pour résister, pour se battre pour la liberté. Ce n'est pas rien. Ici, nous avons une histoire partagée. Enfin, je rajouterai une dernière chose. J'ai découvert qu'en 1945, arrivent ici ceux qui viennent des camps de déportation, ceux qui viennent des camps de prisonniers de guerre, ceux en fait qui ont attrapé la tuberculose ou qui sont tombés malades, ceux qui font 30 ou 35 kilos parce qu'ils viennent d'être passés à l'hôpital, à l'hôtel du Lutetia où arrivaient tous les déportés
tous les déportés qui rentraient. Je ne vais pas vous redonner de chiffres, mais vous savez ce que sont les déportés qui rentrent. Les déportés qui rentrent, lorsqu'ils sont malades, ils sont réorientés pendant des années sur des grands sanatoriums. Clervivre, ici, est un lieu où l'on accueille les déportés, où l'on accueille ceux qui ont souffert de 39-45. Et ça aussi, c'est une histoire partagée de la nation. Clervivre, c'est une histoire partagée de notre nation, à travers cette utopie dont vous avez parlé tout à l'heure, à travers cette passion des hommes et à travers cette histoire nationale. Je tenais à vous le dire parce que c'est ce que je sens ici. Et puis, la deuxième chose que je voudrais vous dire, c'est de vous parler de cette fédération. Cette fédération des blessés du poumon combattant, que je connais depuis longtemps, parce que j'ai le tort de tout lire. Alors, ce n'est pas la peine de tout m'envoyer parce que je lis tout. Alors, plus on m'en envoie, plus je lis, c'est une catastrophe. C'est pas possible. Hein. Alors, heureusement, il y a le train. Vous rentrez dans le train, vous avez le temps de lire, c'est bien. Mais il ne faut pas trop m'envoyer. Donc, j'ai toujours lu le journal de cette fédération. Donc, je connais bien votre journal. Et votre fédération, Monsieur le Président national, votre fédération, c'est un extraordinaire passé. C'est un extraordinaire passé, c'est un formidable passé. Mais qui le dira suffisamment que votre fédération avait 350 000 adhérents entre les deux guerres? 350 000 adhérents. Je ne vais pas vous faire le pari. Cherchez les partis politiques. Il n'y en a pas un qui a 350 000 adhérents aujourd'hui. Hein. Je ne vous raconte pas. 350 000 adhérents. Cette fédération avait un poids exceptionnel dans la nation. Un poids exceptionnel. Vous étiez une fédération qui a eu un passé grandiose. Ce passé, vous l'avez mis au service des autres. Ce passé, vous l'avez mis au service des autres. Et votre fédération, c'est d'abord le combat pour ses ressortissants. Les lois qui ont été construites à partir de 1920 pour défendre ceux qui étaient malades, pour obtenir des gains supplémentaires pour les pensionnés. C'est vous qui l'avez mené. L'histoire des gagnés, quelque part, qui nous a emmenés à reconnaître en France, à avoir entre nous le meilleur code des pensions. Alors je sais bien que les anciens combattants trouvent que c'est toujours insuffisant. Ils ont raison, c'est leur rôle. C'est néanmoins le meilleur code des pensions du monde, je vous le garantis. Et si c'est le meilleur code des pensions du monde, c'est grâce à vous. C'est grâce aux grandes associations, c'est grâce à votre fédération, et c'est ça son formidable passé. Vous ne vous êtes pas réunis pour rien, pour jouer aux cartes. Vous vous êtes réunis pour combattre d'abord pour vos ressortissants, et c'est cela qu'il faut rappeler. Et puis, ce combat, vous l'avez mené, Monsieur le Président, avec les autres associations. Je sais le rôle de votre fédération au sein du monde combattant, et en particulier au sein de l'UFAC, qui est le grand lieu de rassemblement des associations et des fédérations du monde combattant. Votre fédération y a toujours tenu pleinement sa place, dans la place du combat, dans la reconnaissance du monde combattant, dans la reconnaissance de ce que vous êtes. Et puis votre fédération, nous le dirons jamais suffisamment, car on ne fait rien sans les hommes et les femmes. C'est une pépinière d'hommes, c'est une pépinière de passion, c'est une pépinière de volonté. Bien sûr, le président d'Alsuc. Nous irons tout à l'heure devant ce monument, cette ruche tout à fait passionnante, qui traduit quelque part l'enracinement historique de votre association avec toutes les sections, et puis la valeur des hommes, et en particulier la valeur de celui qui a été l'homme fort, l'homme qui a mené votre association très haut, hein, notre ami Delsuc. Je tenais à vous le dire sur cette fédération, je redirai quelques mots tout à l'heure, donc il ne faut pas que je commence à mélanger tout, il faut que je me garde quelque chose à dire, sinon qu'est-ce que je vais dire tout à l'heure? Hein? C'est ça, quand on fait 2 discours, il y a intérêt de faire attention. Donc je me garde 2-3 choses à redire tout à l'heure lorsque nous parlerons de votre président national, mais c'est ce que je tenais déjà à vous dire sur cette fédération. Et puis j'aimerais vous dire une 3e et dernière chose. Le aujourd'hui, le présent. Parce que c'est bien beau le passé, 350 000 adhérents hier. Et aujourd'hui, le présent. Le présent. Le présent, et vous l'avez tous entendu tout à l'heure dans toutes les interventions qui sont venues, le présent, ça ne veut pas dire on ferme pour solde tout contre. Ce n'est pas ça le présent.
le présent n'a de valeur que si nous nous enracinons dans le passé. Le présent n'a de valeur que si nous partageons des valeurs, vous l'avez dit tout à l'heure, Monsieur le Président. Le présent n'a de valeur que si nous avons du sens, si nous donnons du sens à notre collectivité, si nous donnons des valeurs partagées à notre collectivité. C'est ça notre aujourd'hui. Notre aujourd'hui, vous l'avez pris à bras-le-corps, Monsieur le Président, vous l'avez pris à bras-le-corps. Notre aujourd'hui, c'est d'abord de dire notre fédération doit reconnaître, légitimiser et construire son histoire partagée. Votre présent, c'est d'enraciner votre histoire. Votre présent, c'est d'enraciner votre histoire ici, à Campagne-sur-Aude, à Paris. Enracinez votre histoire. Et enraciner votre histoire, c'est l'enraciner, bien sûr, dans la matérialisation, une plaque, un monument, une stèle, une tombe qu'on défend, une géolocalisation pour expliquer les destins individuels de ceux qui sont dans les tombes. Enraciner votre histoire. Mais le présent également, c'est de s'ouvrir aux autres, s'ouvrir en particulier aux collectivités territoriales. Et permettez-moi de dire ici le merci, les remerciements, l'admiration que je porte quelque part au travail de votre fédération qui sait, et on le voit à travers les 2 maires présents de Salagnac et de Campagne-sur-Aude, cette capacité d'arriver à travailler en symbiose avec les collectivités territoriales. Petite anecdote, ce n'est pas toujours le cas. Sans commentaire. Pas toujours le cas. Hein? Je ne le dis pas partout, croyez pas que je fais le même discours partout, pas du tout. Pas du tout, ce n'est pas toujours le cas. Ici, je l'ai admiré à Campagne-sur-Aude. Ici, je l'admire ici. Votre qualité, votre capacité à travailler en symbiose avec les collectivités locales, car c'est ça l'avenir. Ne croyez pas qu'on pourra enraciner le passé si nous ne l'enracinons pas dans des territoires. Vous êtes en train de le réussir. Ça, je dis chapeau. Et c'est votre rôle de votre fondation d'aujourd'hui. Et puis aujourd'hui, c'est bien sûr le partenariat avec les associations. Vous m'en voudriez si je ne disais pas 2 mots du Souvenir français. Parce que tout le monde se dit, mais alors qu'est-ce qu'il fait là? Il vient comme président du Souvenir français, il n'en a encore pas parlé. Tout le monde se dit, mais alors pourquoi on l'a invité? Hein? Alors, je vous dis 2 mots. Oui, votre association, comme toutes les associations d'anciens combattants, doit anticiper le futur, doit anticiper l'avenir. Nous avons la chance en France, j'y suis pour rien, d'avoir une très grande association qui s'appelle le Souvenir français. J'y suis pour rien parce qu'elle a été créée en 1887. Alors vous imaginez, j'y suis vraiment pour rien. Cette association créée en 1887 a connu exactement la même vie que vous. Elle a eu un passé florissant, 300, 400 000 adhérents, et puis elle connaît exactement les mêmes problèmes que votre fédération. Elle a moins d'adhérents. Pourquoi? Parce qu'elle était totalement en symbiose, en porosité avec le monde combattant. Nous avions les mêmes adhérents. Et les mêmes adhérents, ça veut dire que nous savons aujourd'hui, nous rencontrons les mêmes problèmes d'avenir. Mais le Souvenir français, lui, il n'a pas de problème d'enracinement, puisque peuvent y rentrer tous ceux qui disent simplement « La France, je l'aime et surtout, je pense que la France a besoin d'une histoire partagée. » Nous ne pouvons pas faire nation sans histoire partagée. C'est cela le problème de fond. Nous ne pouvons pas faire nation sans histoire partagée. Et le Souvenir français, c'est simplement l'instrument qui permet d'avoir cette histoire partagée. Le Souvenir français, c'est simplement ce moment de dire ensemble, nous devons enraciner nos histoires, construire notre histoire, tout simplement parce que des jeunes sans histoire, ils nous en créeront des histoires, mais avec un petit H. Donc le problème aujourd'hui, c'est bien celui-là. Et je sais, c'est pour ça que nous nous sommes rapprochés entre le Souvenir français et votre fédération, je sais que ces valeurs-là, nous les partageons. Je sais que cette envie-là, nous les partageons. Cette envie de dire, il y a encore un avenir et non pas seulement un passé. Car c'est sur ces mots que j'aimerais simplement terminer en me disant, votre fédération, elle est fière de son passé. Elle est fière de ses grands hommes. Elle est fière de ce qu'elle a construit ensemble. Fière. Votre fédération, nous le savons, elle est volontaire pour son présent. Volontaire à tout moment de porter quelque chose encore, de partager ensemble. Elle est fière, elle est volontaire, mais surtout votre fédération, elle est ambitieuse pour l'avenir. Et c'est cet avenir-là que nous partageons ensemble. Merci beaucoup.
Bon, je vais donner la parole à notre secrétaire général qui est le maître d'œuvre et le chef de protocole là aujourd'hui. J'exécute. Merci, Monsieur le Président. Nous saluons Monsieur Bruno Lamonnerie, le président de la communauté des communes, qui a d'autres réunions. Nous allons donc continuer notre assemblée plénière. Merci, mon général. Vous avez parlé de la fédération dans de très beaux termes. Vous avez parlé également du souvenir français. Vous vous souvenez, il y a 3 ou 4 ans, lorsque nous nous sommes rencontrés, rue Saint-Dominique à Paris, avec le président et Joseph Trottard, nous avons évoqué le projet d'une convention entre votre belle fédération et la nôtre. Eh bien, aujourd'hui, mon général, nous allons signer, vous allez signer, les 2 présidents, vous allez signer le partenariat qui va lier... Vous avez le stylo. Donc, il y a tout ce qu'il faut. Donc, non, mais après, on échangera, bien entendu, on va échanger. Et vous partirez avec les conférenciers, il n'y a pas de problème. Donc, aujourd'hui, c'est la signature officielle du partenariat. Là aussi, ça c'est pour mes archives. Voilà, oui, ça c'est pour les archives. Notre papier, voilà. Voilà. Non, vous avez le stylo déjà. Il va te piquer le stylo, hein? Non, c'est le stylo, c'est pour les musées après. Non, non. En fait, je vois votre signature dedans. Vous avez l'habitude de signer, vous. C'est ce qu'on dit des gens qui ne travaillent pas. Si. Oui, moi je travaille. Donc vous trouverez dans le conférencier, mon général, la délibération du conseil d'administration qui donne l'accord au président de signer. Il existe plusieurs conventions au souvenir français vis-à-vis des associations d'anciens combattants. Nous en avons parlé longuement, mon général. Et puis un jour, vous m'avez dit, bon, mais pour vous, ça sera le partenariat. Le partenariat étant réservé aux grandes associations. Je vous en remercie. Je vais vous lire quand même la convention de partenariat. Étant donné que le Souvenir français est une association mémorielle créée en 1887, elle a pour objectif de sauvegarder les lieux du souvenir de la mémoire combattante française, tombes, nécropoles, monuments, stèles, d'animer ces lieux, cérémonies, et de transmettre la mémoire aux jeunes générations, expositions, rencontres, voyages scolaires. La Fédération nationale des blessés du poumon combattant, fondée en 1921, regroupe les titulaires d'une pension militaire d'invalidité, quel que soit le diagnostic et l'origine et leur ayant cause, afin de préserver la mémoire et de partager leurs connaissances. Les 2 associations partagent des valeurs et des objectifs communs. Elles ont décidé de signer une convention de partenariat. La Fédération nationale des blessés du poumon combattant et le Souvenir français concluent une convention de partenariat
Article 2. Dans le cadre de ce partenariat, chaque association s'engage à participer aux initiatives mises en œuvre par l'autre association, congrès, cérémonies, initiatives pédagogiques. C'est comme ça d'ailleurs que j'étais à votre congrès national il y a un mois exactement. De favoriser les adhésions entre les deux associations. Nos associations, nos sections locales sont déjà adhérentes, et vous en avez eu ce matin la preuve, du Souvenir français, et à faire figurer une référence de ce partenariat sur les principaux documents de communication. La signature de la présente convention sera précédée de l'accord des conseils d'administration respectifs des deux associations, c'est ce qui est fait. Un bilan de la mise en œuvre de la convention de partenariat sera effectué chaque année et sera conclu par un échange de courrier. La convention de partenariat sera reconduite par tacite condition tous les 3 ans et les deux parties contractantes conviennent expressément d'accourir à la procédure. Voilà. Donc aujourd'hui, nous sommes très heureux de signer cette convention de partenariat, surtout à Clervivre. Donc mon général, vous partirez avec ceci et voyez, en plus, voilà. Merci. Oui, tu donnes... Oui, j'attends la suite du programme, monsieur le chef de protocole. Tu m'as dit, là, pour ce congrès, t'es le pacha. Je m'occupe de tout. Je suis le pacha, j'ai pas de harem. Il faudrait que tu clôtures la séance plénière de façon à ce qu'on passe à des sauteries. Bon. Mesdames et messieurs, donc la première partie de notre matinée, la séance plénière, est terminée et close. On leur laisse un petit quart d'heure là pour se dégourdir les jambes, d'accord. Oui. Donc, vous pouvez aller vous désaltérer un quart d'heure. Voilà. Voilà, merci. Voilà.